Un vigneron dans l'alambic de l'histoire. In vino veritas, le Gaillac a 2000 ans. Mais c'est le travail des vignerons de ce dernier demi-siècle qui dit le mieux les évolutions du monde et de ses consommations. Passé 43 vendanges, Alain Boulanger, enfant de 68, qui s'est collé au travail en usine puis au travail des vignes, sort de cet alambic de l'histoire. Il raconte sur Air d'Otan Gaillac. Années 70, fin d'un mode, fin d'un monde. Les années 70 sont celles d'une crise terrible de la viticulture, une crise profonde. Un moment de rupture, en tout cas de décalage, pendant lequel un mode de consommation disparaît, alors que le mode qui va y succéder peine à émerger. En fait, ces années-là, une grande transformation sociale est en marche que la viticulture ne peut que subir avant de se prendre en main. Vous étiez au premier rang, Alain Boulanger, pour observer cette transformation des consommations en matière de vin. Mais quels sont donc ces deux modes de consommation qui s'affrontaient? Dites-nous. Alors oui, à cette époque, en 77, je me suis installé comme vigneron, et c'est vrai qu'on a assisté vraiment à une crise qui était assez profonde. Donc nous livrions la cave, le raisin à la cave coopérative de Rabastens, et cette cave, son principal mode de commercialisation, c'était des bonbonnes de litres de vin de table qui étaient livrés chaque jour en vente directe à Toulouse par des camions. Il y avait 40 camions qui tous les jours partaient de Gravir jusqu'à Toulouse pour livrer ces bonbonnes, essentiellement des bonbonnes. Il y avait quelques bouteilles, mais c'était principalement ça. Alors que cette consommation de vin de table était à ce moment-là assez déclinante. Ce choix de la vente directe donc du producteur au consommateur n'était donc pas le bon. Je dirais pas ça. Je pense que dans les années 60, c'était une très bonne tactique. Mais dans ces années-là, la cave s'est trouvée en concurrence avec les supermarchés qui s'installaient partout et qui donc proposaient du vin souvent en bouteilles en plastique ou autres, à des prix imbattables. Ouais. Et donc ces supermarchés ont raflé l'essentiel des parts de marché de ce type de vin. Mais voilà. quelle solution vous restait-il donc? Alors, on cherchait, ça faisait longtemps qu'on cherchait des solutions un peu plus rémunératrices, parce qu'on sentait bien que cette solution était déclinante, et dès les années 60 d'ailleurs, hein, il y avait des viticulteurs qui ont commencé à planter des cépages un peu plus améliorateurs, parce que là, les cépages que nous avions pour faire ça, c'était surtout les cépages que personne ne connaît aujourd'hui, mais le jurançon, le portugais, puis même des hybrides. Voilà. Donc, il y avait des vignerons qui avaient planté des cépages améliorateurs tels que des cépages autochtones de Gaillac, le brocol, le duras, mais aussi d'autres cépages comme la syrah, le gamay, les cabernets, le merlot. Voilà. Et du coup, qu'advient-il? Mais d'abord, cette production qui était un peu plus qualitative n'était pas quand même très qualitative. Ouais. Et en plus, avec ce système de commercialisation que la cave avait, cette production de qualité ne trouvait pas preneur. Mais sur l'autre créneau, sur le créneau du vin de table, la cave se trouvait de ce fait, en fait, en cours de production. Elle a été même parfois obligée d'aller acheter du vin dans l'aude pour pouvoir assurer son circuit de commercialisation qui n'était pourtant pas très rémunérateur. Ces deux choses, voilà, c'est un monde qui n'arrive pas à naître et un autre qui ne meurt pas. L'histoire du vieux monde qui ne veut pas mourir, alors que le monde nouveau ne veut pas naître. Voilà. Mais ce monde nouveau semble pour le moins décidé à se passer de vin de table. Oui, en fait, le marché du Kilde Rouge ne chute pas, il dégringole.
Voilà. Et les premières à réagir, ça a été la quarantaine de chauffeurs de camions de gravure dont les services, ils se rendaient bien compte que leur service était de moins en moins sollicité. Donc, ils étaient tous membres d'un même syndicat, la CFDT, et ils se voient tous les jours. Donc ça facilite évidemment la mobilisation. Voilà. Et ils se sont tournés vers la direction de la cave, leur demander de réagir, comment celle-ci voyait l'avenir. Et pourquoi? Parce que les carnets de commandes se vidaient petit à petit. Ils avaient moins de livraisons à effectuer. D'accord. Tout à fait. Et donc, que leur propose la cave? Et en fait, cette situation n'est pas simple. Et en plus, à cette époque, le président de la cave qui avait été à l'origine de cette commercialisation était décédé et il avait été remplacé par quelqu'un qui n'était pas vraiment du métier. Il était assureur. Il avait quelques vignes qu'il faisait travailler, mais son vrai métier, c'était assureur. Donc, il pensait, il nous a dit après plus tard, il pensait qu'il y aurait quelques chrysanthèmes à inaugurer, que c'était pas très important quand il s'est senti, quand il est arrivé en fait au milieu d'une tourmente sociale. Et donc la cave n'avait rien à proposer aux chauffeurs de camions et les chauffeurs se mettaient en grève. Exactement. Donc les chauffeurs se sont mis en grève. Et voilà. Donc plus de 22 tables distribuées. Voilà. Alors plus de 22 tables distribuées, même si c'était ce qui avait de moins rémunérateur. C'est quand même ça qui faisait vivre la cave coopérative et les coopérateurs par conséquent. Voilà. Ça secoue les instances, ça remue en haut lieu. Ben évidemment. Alors le vice-président qui était un vigneron, lui, par contre, sur le moment, il essaye de prendre les choses en main et il essaye de régler le problème à sa façon. Il était pourtant membre du Parti socialiste, mais enfin bon. Ça n'a pas empêché de jouer sur le fait que la contradiction qu'il pouvait y avoir entre les ouvriers et les paysans. Et il a essayé de mobiliser les paysans contre les chauffeurs. Et il y a eu une manifestation de paysans. Mobiliser les paysans contre les ouvriers chauffeurs privant les vignerons de revenus, mais c'est de l'antisocial pur jus. Tout à fait. Et j'assiste à ça et j'avoue que sur le moment, j'étais bien embêté et très contrarié. Il m'a même eu le droit à un article dans le journal Libération, qui était quand même assez jeune à l'époque, en disant, voilà, les paysans, le titre c'était « Les paysans contre les ouvriers ». Voilà. Et donc, les chauffeurs ont repris le travail dans ce climat de totale hostilité. Mais et ils ont repris la distribution des bonbonnes, mais la crise était quand même là. Mais le mouvement de protestation fait pourtant tache d'huile. Ben, la coopérative perd chaque année autour de 200 000 francs. 200 000 francs de l'époque. Soit 30 000 euros. Voilà, ça paraît pas beaucoup aujourd'hui, mais pour cette époque-là, à cette époque-là, c'était important. Oui, c'était il y a 40 ans. Voilà, c'était il y a 50 ans. Oui, 50 ans. Oui, 40 ans. Et ça représente des sommes finalement insupportables à la fin, quoi. Et donc, les coopérateurs sont payés au lance-pierre et ils souhaiteraient bien avoir une meilleure rémunération et pourtant la cave coopérative ne peut pas. Elle ne peut pas, non seulement elle ne peut pas augmenter, mais elle est obligée de se tourner elle est obligée de se retourner vers le Crédit Agricole et de demander un nouvel emprunt. Mais les banques ne sont pas si souvent prêteuses. Et non, parce que vu la situation du fonds de roulement de la coopérative, pour accorder ce prêt, le Crédit Agricole demande des garanties et demande notamment aux coopérateurs de remettre au bassinet, c'est-à-dire d'augmenter le montant des parts sociales. Ce qu'ils refusent évidemment de faire, j'imagine. Et alors, que se passe-t-il ? Eh bien, la réaction est assez vive, effectivement.
Et les humeurs sont tout de suite combatives. Les vendanges, c'est toujours un peu l'occasion pour les coopérateurs de se rencontrer, du moins à cette époque. Aujourd'hui, c'est un peu changé. Mais à cette époque-là, les vendanges, on faisait la queue pour pouvoir livrer les raisins, donc le soir, après les vendanges à la main. Donc, on se retrouvait tous et c'était le moment de discuter. Voilà. Et donc, ouais, ça se met en mouvement, mais c'est un mouvement qui débouche sur quoi? Alors donc, en discutant, on s'est dit, bon, ben, peut-être si on allait demander des comptes au Crédit Agricole, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Donc on s'est réunis, on a organisé une délégation, plusieurs réunions, et puis nous avons organisé une manifestation devant le Crédit Agricole à Albi, voilà, où on était, je sais pas, une soixantaine, une centaine. Voilà. Et on est reçu. On est reçu par la direction, une petite délégation. Et celle-ci, la discussion est longue. Et celle-ci nous explique qu'il y a quand même un problème de gestion de la cave. Et que, certes, le Crédit Agricole est prêt à nous accompagner, mais quelque part, il faut que nous, on fasse notre travail et que la coopérative soit mieux gérée. La confiance dans la direction de la cave pour gérer ses affaires, pour gérer les affaires de tous, n'est-elle pas perdue? La confiance, elle était de ce fait complètement perdue. Et donc, on a rencontré plusieurs fois le staff de la coopérative, ce président qui était un peu perdu, etc. Et finalement, il y a eu un deal. Grosso modo, hein. On fait tout pour que l'Assemblée générale vote l'augmentation de capital, hein, mais le conseil d'administration de la cave démissionne dans son ensemble et on fait des élections générales. Et la suite de tout ça, c'est quoi? Eh bien, alors, un nouveau conseil d'administration est élu. On avait prévu déjà le président que nous venions mettre qui nous semblait plus apte. Et puis, la décision est prise d'abandonner complètement la distribution du vin de table en bonbonne et l'engagement de tout miser à l'avenir, progressivement, sur l'appellation d'origine contrôlée. Et de la crise naît la lumière. Ah. Vous écoutez l'émission Un vigneron dans l'alambic de l'histoire sur Air d'Otan Gaillac. Ces années de crise ont été celles des grandes interrogations, hein, il faut dire ce qui est. Donc quand le nouveau conseil d'administration se lance dans l'expérience de l'appellation, qui, il faut bien le dire jusque-là, c'était surtout l'affaire des caves particulières. Et l'apprentissage est quand même difficile. On pensait que nous avions eu une bonne récolte en 79, mais de fait du manque de commercialisation et de son manque de qualité dans la durée, nous décidons de tout déclasser, en 79. Et pour ce qui est de l'année 80, nous ne déclarons pas d'appellation. L'année 80, la récolte n'était pas suffisamment qualitative. Donc, ce n'est qu'en 81 que nous recommencerons modestement à déclarer 5000 hectos. Et pourquoi si peu? L'année 80, ça a été une année très pluvieuse et le raisin n'a pas du tout mûri comme il aurait fallu. Mais surtout, nous nous rendons compte que si nous avions procédé une sélection des raisins selon les parcelles, et non selon le degré d'alcool, nous aurions pu sauver une partie de cette récolte. Ah oui. Et donc, qu'en poussant le raisonnement, il a fini par apparaître à la plupart d'entre nous que nous n'améliorerons pas la production en travaillant sur le seul degré d'alcool, mais qu'il nous fallait, ni même sur les seuls cépages, mais qu'il nous fallait contrôler les charges à l'hectare, notamment, c'est-à-dire le rendement, la quantité de raisin qu'il y a sur une souche, en fait. Ouais, mais voilà. Qu'est-ce qui est alors mis en place pour en arriver là? Donc, pour la récolte 81, là où on a recommencé à déclarer de l'appellation, on a demandé
aux coopérateurs de délimiter les parcelles sur lesquelles ils s'engagent à travailler pour faire de l'appellation. Et avant les vendanges, 2 administrateurs de la cave et un expert extérieur, pour qu'on ne soit pas seul, passent dans les vignes et évaluent la charge à l'hectare. Et classe ou déclasse selon les observations faites. Oh, on n'a pas déclassé beaucoup, puisque chacun a fait ses efforts, mais c'est une manière d'organiser la discipline. Chacun a fait ses efforts, dites-vous, à vous entendre. L'adhésion à cette nouvelle façon de faire paraît assez massive. Ça a été compliqué, hein. C'est pas simple du tout, hein, parce que c'est vrai que quand même, on a eu quelques déclassements, hein. Malgré qu'il y a eu une discipline collective qui s'est mise en place. Un administrateur s'est fait ainsi avoir un jour, il avait un rendement qui dépassait plus de 100 hecto-hectares. Bon, il trouvait que sa vigne était magnifique, mais bon, mais il a bien fallu qu'il reconnaisse le fait et qu'il s'engage à tailler différemment l'année suivante. Moi aussi d'ailleurs, hein, ça m'est arrivé, hein, sur des vignes jeunes que j'avais pourtant taillées correctement. L'apprentissage a donc été long. Oui, mais c'est vrai, mais avec des résultats au bout. Et il y aurait eu en effet pas ces résultats si chacun avait continué à mener sa barque à sa façon. On a procédé en avançant de la manière la plus pédagogique possible et dans l'intérêt, mais en essayant de faire respecter les règlements. Et dans l'intérêt de chacun et pour l'intérêt de tous. Il vous aura fallu combien de temps ? Eh bien, la première année où la cave a pu déclarer l'appellation, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont 5000 hectos qui ont ainsi été classés. Et puis après, suivant le développement de la commercialisation, et puis suivant l'amélioration de la qualité, nous avons continué à augmenter régulièrement. L'année suivante, on était à 6000 hectos. Et en 1995, c'est donc 15 ans après, c'est 32 000 hectos d'appellation que la cave de Rabastens a pu mettre sur le marché. Ce qui vaut pour la cave de Rabastens vaut pour tout le Gaillacois ? Oui et non, avec des différences bien sûr. Mais beaucoup de producteurs indépendants qui produisaient du vin de table n'ont pas fait cette reconversion. Ils ont choisi la prime à l'arrachage des années 80. D'un million d'hectolitres produits dans le Gaillacois, à la fin, 20 ans plus tard, c'est plus que 400 000 hectos qui se produisent. Donc on voit bien que malgré tout, la force du travail en commun, la force de la coopérative, ça a permis d'éviter beaucoup d'arrachages parmi les coopérateurs.